Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette discussion en direct et en français avec l'experte indépendante de l'ONU pour l'exercice des droits humains par les personnes atteintes d'albinisme. Bonjour à tous. Je vous laisse nous rejoindre peut-être, que tout le monde prenne place avant de commencer cet événement. Bienvenue à la communauté francophone de l'albinisme, à cet événement. Je pense que nous sommes déjà un certain nombre de participants connectés. Bienvenue à tous. Nous allons démarrer cette session. Mon nom est Marika Toumi, anciennement consultante auprès de Heike Hero, experte indépendante de l'ONU, également ancienne conseillère technique adjointe de Africa Albinism Network. Je suis ravie de vous accueillir à cet événement qui rassemble et s'adresse à la communauté francophone de l'albinisme. Cet événement est organisé conjointement par Global Albinism Alliance, donc l'Alliance mondiale de l'albinisme, et le mandat de l'ONU. La durée prévue de cette discussion est d'1h30 environ. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à Muluka-Ann Miti-Drummond, donc l'experte actuelle, l'experte indépendante, de nous présenter son mandat et les grandes lignes qu'elle souhaite lui imprimer, ce qu'elle va faire dans un premier temps de cette discussion. Il y aura un deuxième temps qui sera dédié aux questions. Vous pourrez donc poser vos questions dans la deuxième partie du programme. Je suis assistée dans ma tâche de modératrice par Garba Mahamadou. Bonjour Garba, je te laisse te présenter. Bonjour Marika, bonjour à tous les participants. Et comme Marika l'a dit, moi je suis Dr Garba Mahamadou, je suis médecin dermatologue et présentement je suis conseiller médical auprès de la Fondation Pierre Fabre. J'ai un certain nombre d'activités dans le monde de l'albinisme et je salue certains de mes maîtres, comme on le dit, dans le domaine de la médecine, notamment Benoît Arveler que j'ai vu connecté et Robert Aquaron qui sont des grands routiers de l'albinisme. Alors, à ce dialogue avec Muluka-Ann, nous avons une vingtaine de pays qui se sont inscrits et donc par des représentants ou des responsables d'associations, des chercheurs, des médecins et des grands défenseurs des droits humains en général. Alors, pour citer ces associations, on va essayer de se partager la tâche avec Marika. Donc, je commencerai par Jeune Espoir, qui est une grande association du monde francophone. Je parlerai également de l'Association pour la promotion des albinos au Cameroun, de l'Association mondiale pour la défense des intérêts et la solidarité des albinos, en abrégé ASMODISA, la Fondation Salif Keita pour les albinos, l'Association malienne pour la défense des droits et le bien-être des albinos, la Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali, Corbeta RDC,
l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo, OBAC, et ONG Valeurs Albinos du Bénin. Je laisse la main à Marika pour... D'accord. Merci, Garba. Nous avons aussi inscrit à cet événement une association algérienne de l'albinisme. Pour la Côte d'Ivoire sont représentés BEDACI, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, ainsi que la Fédération des associations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, et puis une troisième association qui est l'ANACI. En Mauritanie, représentant la Mauritanie, l'organisation mauritanienne des albinos. Pour le Burkina Faso, l'association des femmes albinos du Burkina, avec Maïmouna Dene présente. Représentant le Gabon, nous avons ALBA, l'association de lutte pour le bien-être des albinos. Une association suisse est représentée aujourd'hui par Solidarité pour l'albinisme suisse. En Guinée, la Guinée également, avec la Confédération nationale des albinos de Guinée. Pour le Togo, c'est l'ANAT. Au Burundi, l'Organisation des personnes albinos du Burundi, l'OPAB. Pour le Sénégal, l'Association nationale des albinos du Sénégal. Une association du Nigeria est également représentée aujourd'hui avec Advocacy for Persons with Albinism Network. Et enfin, la Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation française. Voilà pour la liste des associations représentées à cette discussion. Nous ne manquerons pas de citer l'association Albinos One of Them et de la République démocratique du Congo, qui fait partie des dernières associations que nous avions enregistrées également. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, pour nous donner le nom de votre association, et puis faire partager aux autres participants le nom de votre association. Je tiens à noter également que l'événement est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Alliance mondiale de l'albinisme peu après l'événement. Une explication technique également, c'est un événement qui est en interprétariat simultané pour que Mouluka Anne puisse comprendre vos questions que vous poserez en français. Donc, je vous demande de choisir le canal d'interprétation qui vous convient. Avec l'icône au bas de l'écran, vous avez un petit globe au bas de l'écran. Il est important que vous choisissez le canal de la langue que vous préférez pour écouter cette intervention. Pour ce qui est de la session de questions-réponses, nous vous remercions de poser vos questions par écrit dans la zone questions et réponses. À côté du petit globe au bas de l'écran, vous avez un icône questions et réponses, Q et R. D'accord? Donc, cliquez là et, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez pour l'experte. Nous, les modérateurs, nous relayerons vos questions pour l'experte. Voilà, j'espère que tout est clair. Et que nous pouvons d'ores et déjà commencer. Garba? Oui, Marika, je crois que nous pouvons commencer et disons que ce dialogue va commencer par
un mot qui sera prononcé par l'Alliance mondiale de l'albinisme, qui est représenté par le chef du secrétariat, j'ai nommé Antoine Glixon. Et Antoine Glixon, qui n'est plus à présenter dans le monde de l'albinisme. Quand on me demande de le présenter en 2 mots, je dis que c'est le centre de gravité de l'albinisme. Antoine, tu as la parole. Merci Garba. N'exagérons rien. Merci beaucoup pour cette introduction, Marika, Garba. Et bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'Alliance mondiale de l'albinisme, je souhaite vraiment à tous les participants la bienvenue à cette première discussion en direct et en français avec la nouvelle experte indépendante de l'ONU. Comme indiqué, je m'appelle Antoine Glixon et je vous parle depuis la France et plus précisément depuis la région parisienne. Un certain nombre d'entre vous me connaissez déjà, mais peut-être plus en tant que membre historique de Genespoir, l'association française de l'albinisme. Et donc, je précise qu'aujourd'hui, c'est en tant que représentant de l'Alliance mondiale de l'albinisme que je vous parle. La communauté francophone représente une part très importante de la communauté mondiale de l'albinisme. Je suis donc particulièrement heureux que l'Alliance mondiale soit aujourd'hui en mesure de vous proposer cet événement en français. Cette discussion en direct avec l'experte de l'ONU s'inscrit en fait dans la continuité d'événements similaires que nous avons organisés ces derniers mois à destination des pays hispanophones et lusophones. Et dans la mesure du possible, nous comptons poursuivre cette démarche dans les mois qui viennent, avec notamment un événement similaire en anglais. L'idée de cette série de discussions en direct, qu'on appelle live chat en anglais, nous a été soumise par Muluka Ann Mitty Drummond elle-même. Et je tiens vraiment à la remercier profondément pour cette proposition et pour s'être rendue disponible aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est une excellente occasion qui nous est offerte pour renforcer les liens au sein de la communauté mondiale de l'albinisme et pour échanger sur les différentes solutions possibles pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes albinos à travers le monde. Comme vous pouvez certainement l'imaginer, la fonction d'experte indépendante de l'ONU implique beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il s'agit d'une activité qui est purement bénévole. Ça veut dire que Madame Mitty Drummond ne reçoit absolument aucun salaire dans le cadre de sa mission pour l'ONU. Et je crois que c'est pour nous une autre très bonne raison de lui être reconnaissant aujourd'hui. L'Alliance mondiale de l'albinisme, c'est une organisation qui est relativement jeune. C'est un projet qui a été lancé officiellement il y a un peu plus de 2 ans lors d'une réunion qui s'est tenue à Paris et où étaient présents des responsables d'associations de personnes albinos venant de toutes les régions du monde. L'année 2022 est une année de transition très importante pour l'Alliance mondiale puisque nous allons progressivement passer de la phase pilote qui a débuté il y a 2 ans à la création officielle de notre organisation. Nos ressources, que ce soit humaines ou financières, restent aujourd'hui très limitées, mais nous espérons tout de même pouvoir proposer aux associations et plus largement à l'ensemble de la communauté mondiale de l'albinisme un nombre croissant de projets et d'activités. Je vous invite donc à ouvrir l'œil et à suivre notre page Facebook pour rester informé. L'année 2022 a débuté il y a maintenant 3 mois en nous apportant des bonnes et des moins bonnes nouvelles. J'espère que les mois à venir seront résolument fructueux pour notre communauté.
J'espère qu'ils seront source d'espoir et d'optimisme. J'espère qu'ils se dérouleront pour nous tous sous le signe de la tolérance, de la bienveillance et de la fraternité. J'espère donc qu'en 2022, des progrès significatifs pourront être constatés dans toutes les régions du monde pour ce qui est de la qualité de vie des personnes albinos et de leurs proches. Je souhaite que notre communauté grandisse et se renforce et que nous restions toujours tous animés par un esprit de respect mutuel, d'échange et de solidarité. Donc, il s'agit aujourd'hui de la première discussion en direct proposée par l'Alliance mondiale à la communauté francophone. À l'avenir, notre souhait est vraiment de poursuivre sur cette lancée en organisant régulièrement des événements en ligne dans les principales langues internationales parlées par notre communauté, autrement dit l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. Notre objectif sera notamment de vous informer sur le développement du projet d'Alliance mondiale et sur les activités organisées, mais également de vous donner la parole et de vous permettre, si vous le souhaitez, de contribuer par vos propositions au développement de notre communauté mondiale. De manière générale, notre souhait est de rester aussi proche que possible de la communauté que nous souhaitons représenter et d'être aussi inclusif que possible, et ce, quelles que soient les langues et la distance qui souvent nous séparent. Je tiens à vous remercier de nouveau pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à profiter de cet événement pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir au sujet du mandat de l'ONU. C'est le moment de les poser. J'espère que cette discussion en direct sera la plus fructueuse possible pour chacun d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je redonne la parole à nos modérateurs que je tiens encore à remercier. Inutile de dire que leur rôle est essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine, pour cette intervention bien riche. Et je donne Marika. Tu nous présentes le noyau de ce dialogue. Oui, je vous présente donc Muluka Ann Mitty-Drummond, qui est l'experte indépendante de l'ONU sur la jouissance des droits humains par les personnes atteintes d'albinisme, en poste depuis l'été 2021. Merci Muluka de nous rejoindre et à vous la parole. Avec votre micro, ça sera mieux. Merci. As usual, I started with muted. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Marika. Merci, Gaba, Antoine, pour cette introduction, pour votre temps. Tout d'abord, j'aimerais saluer tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend où vous êtes, mais vous êtes tous les bienvenus. Abstraction en fait du lieu où vous êtes. Je pense que c'est une excellente opportunité pour avoir une idée sur moi et sur mon mandat, mais c'est aussi une bonne occasion pour moi de mieux comprendre les préoccupations et les interrogations de la communauté francophone des personnes atteintes d'albinisme. J'aurais aimé m'adresser à vous en français, bien que je puisse lire un peu le français. Ma prononciation française est très faible et je ne voudrais pas dire par inadvertance quelque chose qui est complètement inacceptable. Comme vous le savez, je m'appelle Muluka Ann Mitty-Drummond et j'ai commencé mon mandat d'experte indépendante des Nations Unies sur l'albinisme en août dernier. Et la nomination courte de ce nom qui est très long, c'est experte des Nations Unies. Je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà, mais d'autres me connaissent très peu. Pour cette raison, je vais commencer par parler un peu de moi tout d'abord. Et entre-temps, je vais partager mon écran et je vais vous faire une présentation PowerPoint.
J'ai une expérience de plus de 20 ans dans les droits de l'homme. J'ai travaillé également dans le domaine d'albinisme dans ces années. J'ai travaillé avec l'International Bar Association's Human Rights. J'ai travaillé en collaboration avec Madame Ekonsoa Hérault dans des questions qui relèvent de l'albinisme. J'ai également eu le privilège de faire partie de la réunion qui a lancé l'alliance et j'ai également travaillé et vous pouvez voir sur le slide quelques travaux que j'ai faits après avoir travaillé avec les LBA. J'ai également travaillé avec ICA et avec d'autres organisations. J'ai également eu le privilège de faire partie de la réunion qui a été lancée par l'Alliance mondiale contre l'Alliance mondiale de l'albinisme dont on a parlé. Et donc, j'ai accepté ce rôle et je suis extrêmement honorée de poursuivre le travail incroyable qui est accompli. Donc, il y a une version portugaise ici. On a développé des manuels sur la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. C'est juste pour vous dire c'est juste pour vous donner un petit aperçu sur moi. Et je peux vous dire que je ne suis pas nouvelle dans ce domaine. J'ai travaillé dans le domaine d'albinisme pour plusieurs années. Alors, depuis la création depuis le lancement du mandat, beaucoup a été fait pour améliorer la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Il est désormais reconnu et accepté que les États doivent redoubler leurs efforts pour garantir que les personnes albinos puissent se jouir de leurs droits dans la même mesure que toute autre personne. La focalisation a été initialement faite sur les attaques faites dans le continent africain, bien qu'il soit important d'assurer la justice et la responsabilité de telles attaques et de mettre fin à ces attaques. Le travail effectué par ICA montre qu'il ne s'agit pas des seuls défis et violations auxquels les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées. On comprend désormais la nécessité pour les États de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la discrimination, la stigmatisation et d'autres violations liées à la santé, l'éducation, l'emploi des personnes atteintes d'albinisme, ainsi que les préoccupations relatives à d'autres domaines. Puisque je suis très contente des opportunités croissantes d'intégrer la voix des personnes atteintes d'albinisme dans tous les domaines des droits de l'homme et de contribuer à soulever les préoccupations des personnes albinos à travers le monde. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent encore qu'il ne faut pas se contenter de défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme en Afrique seulement. De plus, les personnes atteintes d'albinisme restent invisibles dans plusieurs arènes où se déroulent des discussions importantes pour le développement humain et personnel. Il y a trop peu, voire pas du tout, d'inclusion des voix des personnes atteintes d'albinisme dans les discussions sur le changement climatique, la migration, la technologie et même la protection des défenseurs des droits de l'homme, par exemple. Je suis ravie de pouvoir m'engager avec des personnes albinos du monde entier pour nous aider à mieux comprendre les défis et les domaines de préoccupation qui doivent encore être abordés. Je suis contente de cette opportunité. Je profite de cette occasion pour réitérer ce que j'affirme depuis le début de mon mandat. Mon intention est de s'intégrer avec d'autres parties prenantes. L'objectif ultime de cette occasion est de renforcer le droit des personnes atteintes d'albinisme. Je réitère mon engagement et j'affirme que mon intention n'est pas de remplacer les voix des personnes atteintes d'albinisme, mais de les amplifier. Je pense que les alliés sont importants pour tous les groupes, mais pour être un bon allié, je dois écouter la voix des personnes atteintes d'albinisme. À cet effet, j'apprécie votre collaboration et vos commentaires constructifs lors de l'élaboration de mon travail. N'hésitez pas à me contacter, à m'interroger, à me demander des éclaircissements et à me faire part de vos avis. Il n'est pas toujours facile de s'engager tout le temps ou de répondre immédiatement, mais je ferai de mon mieux pour être aussi disponible que possible pour vous et vos questions seront les bienvenues. Je vais partager avec vous mes coordonnées, mon adresse email. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention et je serai très ravie de recevoir et de répondre
répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Muluka Anne, pour ce discours, ces paroles de présentation. Nous allons d'ores et déjà lancer les questions. Je vous rappelle que pour poser vos questions, vous pouvez le faire dans la zone questions et réponses qui se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez le faire par l'écrit et nous relayons vos questions, Garba et moi, en tant que modérateurs. Vous ne pouvez pas poser vos questions directement à l'experte par le format webinaire que nous utilisons aujourd'hui. Une première question nous est déjà apparue, ou une première réaction de Robert Aquaron. Je vais vous la lire. Il nous dit que le cancer de la peau chez les albinos est un phénomène trop fréquent encore actuellement au Cameroun et d'ailleurs dans le reste de l'Afrique. Lorsque j'étais dans ce pays de 1972 à 1975, je pouvais aider à le traiter par les dermatos et les chirurgiens de manière gratuite, alors qu'en 2022, un représentant Asmodissa de Douala a 4 lésions de la face et il doit payer pour recevoir chimiothérapie et radiothérapie sans aide, sauf la mienne. C'est triste et révoltant, nous dit Dr Aquaron. Vous voulez réagir là-dessus, Muluka Anne? Quelle est votre réaction? Nous avons d'autres commentaires concernant le problème des cancers de la peau, qui est vraiment le tueur silencieux, si on peut dire, des personnes atteintes d'albinisme, très exposées en Afrique aux rayons du soleil. Thank you, Marika, and thank you, Robert. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que c'est très important. Vous n'êtes pas la première personne à soulever ce problématique. Ceci a déjà été soulevé par d'autres personnes, mais c'est juste, j'aimerais vous dire que mon prédécesseur s'est déjà focalisé sur cette question, et donc le cancer de peau est un problème majeur et pour les personnes atteintes d'albinisme. Et il faut que les personnes atteintes d'albinisme aient un accès libre et gratuit pour les services de scanner. Il faut que les personnes doivent avoir accès à ces services de manière libre et gratuite. Ce sont des efforts que nous sommes en train de fournir et on va travailler très dur pour que les personnes atteintes d'albinisme peuvent avoir accès aux traitements, aux scanners et aux différentes lotions et différents habits et vêtements qui sont adaptés pour les personnes atteintes d'albinisme. Et c'est une nécessité et ça doit être fourni pour les personnes atteintes d'albinisme. Merci pour cette réponse, Muluka. Garba, une autre question? Oui, alors dans le chat, nous n'avons pas de nouvelles questions, mais il y a des questions que nous avions enregistrées tout au début et bien avant. Donc, parmi ces questions, il y a, enfin, au nombre des priorités ou au nombre des activités de Muluka Anne, il y a la visite officielle dans le pays. Donc, la question qui se pose, c'est savez-vous dans quel pays vous allez vous rendre cette année et dans les années à venir pour vos visites officielles? Would you like to ask maybe another question and then I'll answer both of them at the same time? Est-ce que vous pouvez poser une autre question? Comme ça, je vais répondre à 2 questions à la fois.
OK, OK. Allez, donc, alors ensuite, en sus de cette question qui vient d'être posée, que puis-je faire à mon niveau pour que mon pays soit choisi comme destination d'une visite officielle de votre part? Quels sont les prérequis et quels sont vos critères de sélection des pays que vous visitez? Great, thank you for the questions. Merci beaucoup pour les questions. Alors, merci beaucoup. Je suis très contente qu'il y ait des questions sur les visites de pays. Alors, je devrais être invitée officiellement par le gouvernement du pays pour pouvoir faire une visite. Donc, je n'ai pas le droit d'entrer dans un pays, dans une visite officielle, à moins que le gouvernement m'adresse une invitation officielle. Et lorsque je parle d'une invitation officielle, il faut que cette invitation soit faite à l'écrit. Et je vous dis ceci parce que parfois, on est très content de recevoir une personne, un expert de venir, mais sans pour autant envoyer une invitation. Donc, il faut envoyer. Donc, il faut toujours envoyer une invitation officielle par le gouvernement pour que je puisse visiter un pays. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas encore bien planifié les pays que je vais visiter, mais une fois que je vais recevoir des visites officielles des pays, je vais planifier mes visites. Alors, j'attends des demandes officielles de visite. J'ai besoin de clarifier ce processus. Il faut que le pays me donne une invitation officielle. Il faut que j'ai accès à accéder à certains endroits, à parler avec les gens, à échanger avec les gens que j'ai besoin de rencontrer. Il y a d'autres visites qui ne sont pas qui ne s'insèrent pas dans le cadre des visites officielles. Je peux visiter pour des objectifs de formation, par exemple. Je peux assister dans des formations, dans des conférences, mais pour visiter un pays, j'ai besoin de recevoir une invitation officielle et donc je peux donner des discours, je peux parler avec les gens et je peux donner les recommandations pour améliorer la situation des personnes atteintes d'albinisme dans le pays. Alors, pour les visites officielles, je produis un rapport. Par contre, pour les visites qui ne sont pas officielles, je ne produis pas de rapport. Je peux aller dans une conférence, je peux assister à une réunion pour plusieurs raisons. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai visité le DRC, le symposium sur l'albinisme, mais ça n'a pas été une visite officielle. Donc, je n'ai pas élaboré un rapport dans ce sens. J'ai seulement assisté à ce symposium. Et donc, ce qu'on peut faire pour les visites de pays, je suis engagée en continu avec les personnes atteintes d'albinisme. Si vous avez une raison pour laquelle votre pays devrait être priorisé, n'hésitez pas à vous engager avec moi. Je vais partager avec vous mes coordonnées. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que votre pays devrait être priorisé pour que je rende une visite à votre pays. Vous pouvez demander je peux faire des demandes au gouvernement pour m'adresser une invitation officielle. Donc, mais il faut savoir qu'il y a la liste des pays que je vais visiter, c'est une liste limitée. C'est ce que je peux vous dire, mais je peux vous recommander également si la société civile et si la société, vous pouvez parler avec votre gouvernement, à vos ministres. Je parle là des associations de la société civile.
c'est très important. Si vous avez besoin de recommandations, d'expertise technique, vous pouvez pousser votre gouvernement à m'envoyer une invitation officielle et on peut faire beaucoup d'organisations pour faire le plaidoyer chez vous. Et voilà, merci. Pour ces réponses. En effet, les visites officielles ou non officielles dans les divers pays sont quelque chose qui préoccupe vraiment la communauté de l'albinisme. Je voudrais lire une autre question qui nous est arrivée, celle de Madame Mauton Bérénice Avokanzoun. Attendez, qui nous demande, y a-t-il, elle est au Bénin, y a-t-il un moyen de porter la voix des personnes atteintes d'albinisme auprès des présidents de la République, par exemple ici au Bénin? Nous ne voyons pas concrètement ce que fait l'État à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Nous, ONG, nous essayons de fournir des efforts pour adapter des mesures sur le plan sanitaire, mais nous sommes très souvent limités dans nos moyens. Donc, comment en fait, faire intervenir les États et à épauler la société civile qui se retrouve souvent seule à devoir mettre en œuvre des mesures avec des moyens très limités. Thanks for that question again. Yes, this is a question that a lot of organizations also have. Avec plusieurs organisations, je vais redire ce que je vais faire. Donc, c'est la meilleure façon pour assurer et avancer avec les droits des personnes avec l'albinisme. C'est le développement d'un plan d'action national. L'ONU a un plan d'action pour les personnes atteintes de l'albinisme. Il y a aussi le plan d'action africain et qui peut être réadapté sur le plan d'action national. Le plan d'action national va citer les mesures qui vont être prises dans la partie de l'éducation, de la santé, de l'emploi. Donc, même le plan d'action de l'Union européenne, et ça inclut uniquement plusieurs choses. L'emploi et le plan d'action national va mettre en place des étapes spécifiques que les autorités doivent avoir et doivent mener, par exemple la fourniture des écrans solaires et les traitements du cancer de la peau et aussi le dépistage du cancer de la peau. Ils doivent aussi voir ce qui doit être fait avec l'éducation, avec certaines adaptations qui doivent être mises en place. Nous allons considérer un plan d'action inclusif en entier. Quelles sont les actions qui doivent être prises? Les actions doivent être spécifiques dans ce sens. Dans un plan d'action national, il va aider les différentes agences à se rassembler et d'être sûrs qu'ils sont en train d'avancer dans la perspective. Ce qui est très important dans le plan d'action, on a appelé tous les États pour fournir un budget pour ce genre de plan. Donc, il faut avoir un budget pour mettre en place le plan d'action national et on doit avoir un plan d'action national qui est validé. Il doit être accompagné par un budget et là, lorsque nous recommandons les organisations de travailler ensemble, pas uniquement une seule organisation, il faut travailler ensemble pour plaidoyer pour le plan d'action et cela
a été recommandé au cours de mon mandat pour faire cela. Il y a des documents que les États doivent développer. Il y a des documents de l'ONU et je suis vraiment heureuse et je suis vraiment volontaire de partager les documents. L'ONU vous a sollicité, vous a demandé, vous a recommandé de fournir un budget et d'allouer un budget. Ce sont des recommandations. Il faut que les organisations se rassemblent, discutent leurs besoins et se rapprochent et se projettent sur un plan d'action national. Merci, Moluka. Garda, Thank you. poser une autre question. Oui, le nombre de questions se sont multipliés et donc se ressemble au fur et à mesure que les réponses sont données par Moluka. On a l'impression que toutes les questions ne devraient pas être posées. Alors, il y a une question qui attire mon attention. Quelles sont les stratégies mises en place en vue de changer le quotidien des personnes atteintes d'albinisme? Right, thank you. So the strategy is to change La the day. stratégie de changer la vie quotidienne, cela va être inclus dans le plan d'action national. Un des problèmes, c'est de s'attaquer aux causes principales. Donc, je parle pas uniquement des pays africains. Donc, il faut attaquer les problèmes de fond. Et s'il s'agit d'un problème de discrimination, il y a des problèmes de stigmatisation et de discrimination. Et il faut aller vers les causes principales, les causes de fond. Pourquoi y en a-t-il ce genre de discrimination? Il faut penser aux causes et il faut faire des campagnes de sensibilisation nationale. C'est pour les autorités et le gouvernement à faire cela aussi. Quel type d'image est donnée par les médias pour les personnes atteintes de l'albinisme? Il y a certains films avec des stéréotypes de personnes atteintes de l'albinisme. Il faut changer ce genre de perspective et au sein de la vie publique. Dans certains pays, on a vu des personnes atteintes d'albinisme qui ont été élues dans des gouvernements et à des positions de haut niveau au gouvernement. Cela va envoyer un message aux personnes que les personnes atteintes d'albinisme peuvent faire des choses. Et il faut aussi essayer de ne pas avoir ce genre de discrimination. Et il faut avoir un processus au complet. Premièrement, c'est aller vers les causes de fond. Deuxièmement, se diriger et s'attaquer aux causes de l'extrémisme et aussi d'aller vers les obstacles. Pourquoi les personnes atteintes d'albinisme ne réjouissent pas de leurs droits comme d'autres personnes? Quels sont les problèmes autour de l'éducation? Quels sont les problèmes autour de l'emploi dans le secteur privé? Parce qu'il y a un manque de signes. Les personnes ne peuvent pas rester sur des lignes longues parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer au soleil. Ils ne sont pas capables, par exemple, de voir le tableau noir parce qu'il y a du soleil et le message qu'il donne est tout petit. Dans ce cas, le gouvernement doit donner des conditions propices pour les personnes atteintes d'albinisme pour pouvoir vivre. Et il faut limiter ces obstacles, il faut gérer les obstacles et ces obstacles qui sont dans l'éducation, dans le secteur de la justice. Donc, il faut s'en débarrasser et créer un plan d'action national. Vous allez identifier premièrement quels sont les obstacles, quelles sont les causes principales, les causes de fond de la stigmatisation et la discrimination.
qui sont les personnes responsables de cela, qui sont les personnes qui ne sont pas en train de fournir les services, qui sont les personnes négatives contre l'albinisme, qui sont en train d'exclure ces personnes-là. Il faut comprendre que tous les pays, il faut développer un plan d'action national. Il va spécifier les agences qui doivent travailler sur cela. Et il faut aussi travailler sur la sensibilisation nationale, changer les attitudes, changer les croyances, changer les cultures, essayer de démontrer qu'on ne peut considérer cela. Certains noms qu'ils utilisent pour les personnes atteintes d'albinisme et ils peuvent se croire corrects en utilisant ce genre de termes qui ne sont pas vraiment humains. Et il faut fournir des matériaux et des manières spécifiques pour essayer de changer la vie des personnes atteintes de l'albinisme et de pouvoir vivre leur vie pleinement. Merci. Merci. Thank you. Merci Moulouka pour cette réponse. Nous allons maintenant donner la parole en direct à une intervention par Maïmouna Dene, une participante qui a souhaité s'exprimer, qui doit allumer son micro pour pouvoir intervenir et on va lui faire basculer la parole. Maïmouna, à vous la parole quand vous êtes prête pour votre intervention et votre question à l'experte. Merci. En attendant qu'elle commence par parler, je voulais occuper le petit temps. Maïmouna Dene est la présidente de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Ah, elle a coupé le micro maintenant. Ok, merci bien pour la parole donnée. Nous vous écoutons, Maïmouna, allez-y. Ok, alors ma première question, ça concerne notre pays, le Burkina Faso, fait partie des pays les plus ensoleillés de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce fait, la vision des personnes atteintes d'albinisme est rapidement très affaiblie, ce qui joue considérablement sur le rendement scolaire. Nous souhaiterions que des ophtalmologues soient formés spécifiquement pour l'amélioration et la correction des difficultés visuelles des personnes atteintes d'albinisme. Et ma deuxième intervention, alors, c'est de savoir comment peut-on bénéficier des renforcements des capacités et de votre structure en matière de plaidoyer et de mobilisation des ressources financières pour soutenir nos activités. La dernière, j'aimerais savoir la possibilité que offre l'ONU en matière d'appui à la prise en charge médicale des maladies liées à la dermatologie, à l'ophtalmologie et aux problèmes cancérologiques des personnes atteintes d'albinisme. Pour finir, nous souhaiterons au Burkina vraiment que l'esprit de l'ONU puisse tenir une rencontre avec nos autorités dans l'objectif vraiment de plaider pour notre cause et notre inclusion au Burkina. Merci bien. Thank you. Thank you. Lots of questions there. Plusieurs questions, Yona. Je vous remercie pour ceci de la vision. On a parlé du cancer de la peau, mais les problèmes de la vision est un problème pour nous et je pense que les autorités doivent fournir ce genre de service. Ophtalmologique pour les personnes atteintes de l'albinisme et d'avoir des appareils pour leur donner la possibilité d'améliorer leur vision. Je sais que c'est très difficile
lorsque nous parlons de la vision à 10 sur 10, mais il y a des appareils qui vont leur aider à voir d'une façon beaucoup plus meilleure. Et c'est à le rôle de l'État et des autorités de fournir cela. Ce n'est pas l'expert. Donc, avec les personnes de certains handicaps, ils doivent fournir ce genre d'équipements, d'assistance et ce genre de services qui le produit pour les problèmes de la peau, les problèmes de la vision. Si votre pays a déjà signé la convention avec les personnes handicapées, ils doivent fournir ce genre de services. Périodiquement, la commission des personnes à handicap va réviser comment les États sont en train de faire de la performance, comment ils sont en train de soutenir ce genre de personnes. Et c'est une opportunité pour la société civile et de revoir cela. Il faut revoir ce que l'État est en train de faire et ce que l'État n'est pas en train de faire. Donc, l'État doit être conscient de la révision qui est en train d'être faite par la société civile, le manque d'accès aux services de santé. Et si vous avez des cas spécifiques où vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de personnes atteintes d'albinisme qui n'ont pas été capables d'avoir leur traitement de cancer de peau. Et il faut fournir 11 ou 12 personnes qui ont des cas de cancer, mais qui n'ont pas été capables d'avoir traitement de cancer de la peau. Mon mandat aussi d'écrire pour les autorités qu'on a reçu des rapports que ces personnes ne sont pas en train de bénéficier du traitement de cancer de la peau. Et vous êtes obligés, comme étant un État, que ces personnes doivent avoir cela et ils doivent avoir accès à cela. Je peux lever votre voix, je peux envoyer ce genre de message. Et en ce qui concerne les problèmes de vision, si vous avez des personnes avec ce cas qui n'ont pas en train de recevoir leur traitement, vous pouvez m'envoyer cela et je peux envoyer. Je parle encore une fois du plan d'action national parce que c'est très important. Le plan d'action national devra couvrir les problèmes de la vision. Il y a un engagement des États en relation avec les difficultés de la vision, avec les personnes atteintes de l'albinisme. Ils doivent recevoir ce genre d'assistance dont ils ont besoin. C'est une partie là où ils doivent interagir. Et je pense que j'ai bien, en ce qui concerne les problèmes de la vision, ainsi que les services de santé pour les personnes, en ce qui concerne le renforcement des capacités, il y a certaines organisations qui sont, mais les ressources sont là. S'il y a des besoins spécifiques, il faut mentionner cela et nous pouvons voir si c'est possible avec les ressources limitées de continuer sur ce genre de renforcement des capacités. J'ai dans mon plan et j'ai aussi fait un programme de renforcement capacité des communautés francophones en ce qui concerne les renforcements de capacité des droits humains. Et j'aimerais bien faire cela et je souhaite que je vais faire cette année et l'année prochaine avec les organisations des personnes atteintes de l'albinisme dans la communauté francophone. On peut aussi regarder d'autres organisations qui sont là pour le renforcement de capacité. Et il faut aussi avoir une idée sur les groupes. Le renforcement des capacités est très important et il faut aussi revoir les meilleures ressources qui doivent être mobilisées pour les renforcements des capacités. Merci Moulouka pour ces réponses assez édifiantes. J'espère pour Memouna. La suite serait encore de poser quelques questions qui ont trait et qui sont en lien avec certaines des priorités du dernier rapport que Moulouka a émis, notamment le changement climatique.
Donc, le problème du changement climatique est un problème très urgent pour la protection des personnes vivant avec l'albinisme. Quelles sont les précautions à prendre pour sauver cette catégorie de personnes en Afrique? Great, thank you, Gaba, for raising this. So Merci beaucoup, Gaba. J'ai déjà mentionné que j'ai certaines parties que je souhaite regarder pour mon rapport et je suis vraiment heureuse. Le changement climatique, j'aimerais bien regarder les informations, de comprendre les soucis et quel impact est pour les personnes atteintes d'albinisme. Je vais essayer de parler à des personnes, des organisations d'albinisme pour comprendre. Je dois avoir leur retour parce que mon rapport va être inutile si je n'ai pas votre retour. Le changement climatique est une partie que j'ai identifiée. Ce n'est pas la partie que j'ai déjà regardée et j'aurai des informations pour avoir des parties prenantes engagées. Ensuite, je vais regarder les migrations et les personnes avec atteintes d'albinisme qui sont en train d'avoir une certaine mobilité. Les personnes avec atteintes d'albinisme ont quitté leur pays comme étant des migrants. Et quels sont les défis qu'ils sont en train de rencontrer lorsqu'ils quittent leur pays? Est-ce qu'ils sont en train de bénéficier de certaines choses? Est-ce qu'il y a de la discrimination? Quel type de soucis sont-ils en train d'expérimenter lorsqu'ils sont dans un pays autre que les leurs? Et ce qui concerne le changement climatique, les personnes d'albinisme, atteintes d'albinisme, il y a aussi, et la migration, il y a aussi les droits de l'homme. Je vais classifier les défenseurs des droits de l'homme parce que nous sommes en train de promouvoir et protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme. Je vais classifier tout parce que vous tous, vous êtes en train de plaider pour leurs droits fondamentaux. Et lorsque nous parlons des droits de l'homme, nous pouvons oublier les PAA et on peut aussi oublier leurs droits. Nous essayons de protéger les droits des personnes atteintes d'alpinisme. Quels sont les défis? Et c'est une autre partie de notre rapport. Et lorsque je fais cela, je vais vous envoyer des questionnaires. Je vais essayer d'avoir des tables rondes en discussion. Je vais envoyer des emails et je vais demander que vous me répondiez à ce genre de questionnaire parce que je vais avoir vos voix ajoutées à mon rapport. Cela va assurer que l'information est pertinente et correcte. On a eu plusieurs réponses des pays africains. Je pense que c'est beaucoup mieux et je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Ce qui va se passer, ce que le rapport va se focaliser sur le rapport et on ne va pas avoir accès à personne PAA en Europe, en Amérique latine. Ils doivent être aussi inclus. Je vous encourage de nous fournir ces informations et je vais vous envoyer les questionnaires et je vais vous envoyer des opportunités pour vous donner vos données et je vais faire organiser une discussion sur une table ronde, mais je dois vous entendre vos soucis et je vais avoir des conversations. Là, j'aurai les données adéquates pour mon rapport. Merci beaucoup, Marie et Molukan. Marika, la suite. Oui, Gaba. Alors, je voulais vous lire certaines réactions qui arrivent dans la zone de questions et réponses. Pas toujours des questions, mais des réactions. Par exemple, Christian Bolanga de la RDC nous dit qu'au-delà du fait que les organisations des personnes vivantes avec albinisme sont reconnues au sein de l'ONU, que vous représentez, Moluka Anne, dans quelle dimension est-ce que l'ONU appuie ces derniers dans leurs actions? Une autre réaction, celle de Daniel Ngailwako, de la RDC aussi, qui commente qu'en RDC, il y a beaucoup de personnes albinos qui ne bénéficient pas de l'assistance ni du gouvernement, ni de l'ONU,
et ni d'ONG internationales, et ce qui nous donne le courage. Nous sommes traités de tous les mauvais noms, donc en fait qui reçoivent aussi des insultes ou des mauvais traitements. Que prévoit l'ONU pour soutenir des volontaires comme nous demande Monsieur Ngaï Wako, pardon. Moulouka, je vous laisse réagir peut-être à ces commentaires. Right. Thanks. So for the first Merci question, beaucoup. Tout d'abord, donc, alors, en plus de ce que on fait en matière d'albinisme par rapport à l'ONU, alors c'est très important de comprendre que les droits de l'homme sont universels. Il y a le droit pour les personnes, abstraction faite de votre race, de votre État. Vous avez des droits dont vous disposez, dont vous jouissez. Donc, il y a des conventions comme, par exemple, la Convention des droits civils et politiques, y compris les personnes atteintes d'albinisme. Il y a des comités comme le Comité des droits des femmes. Ça couvre également les droits des femmes, les mères et les enfants atteints d'albinisme. Alors, il y a d'autres conventions également qui comprennent les enfants atteints d'albinisme. Alors, il y a certains, dans la plupart des cas, on ne reçoit pas les informations lorsqu'on parle des droits des enfants. Les enfants atteints d'albinisme doivent être inclus dans les conventions. Donc, l'ONU est en train de traiter l'albinisme dans toutes ces conventions et dans toutes ces différentes questions. Donc, il y a également le droit des personnes ayant des différentes personnes. Il y a donc les droits des personnes handicapées et on voit qu'il y a des violations. Il y a des États qui ont violé plusieurs droits qui sont acquis et qui doivent être acquis par les personnes atteintes d'albinisme. Il y a des cas pour des enfants qui n'ont pas pu. Il y a des pays qui n'ont pas rassuré les droits, qui n'ont pas assuré les droits des personnes ou des enfants atteints d'albinisme pour avoir accès à l'éducation, pour avoir accès aux différents services. Je travaille également avec des personnes. Je travaille également avec on voit qu'il y a des convergences entre les personnes handicapées et les personnes atteintes d'albinisme en ce qui concerne les droits qu'ils doivent acquérir. Il faut avoir une compréhension là-dessus. Donc, toutes les organisations, toutes les agences des Nations Unies doivent travailler pour garantir les droits des personnes atteintes d'albinisme, mais c'est ce que l'ONU devrait faire. Il y a eu un commentaire sur les personnes, il y a un commentaire sur sorry. Alors, c'était le RDC. Alors, il y a eu ce commentaire sur la stigmatisation et le mauvais traitement des personnes atteintes d'albinisme. Donc, ça concerne comment nous avons vu beaucoup de mauvais traitements. Il faut ces mauvais traitements, cette stigmatisation prévient et empêche la jouissance des personnes atteintes d'albinisme d'accéder à leurs droits, d'accéder à l'éducation. Et donc, on a recommandé que tout d'abord, il faut prévenir les causes, les racines de ces causes. Il faut également sensibiliser autour de l'albinisme. Il faut sensibiliser, il faut s'assurer que les personnes qui sont atteintes d'albinisme doivent être traitées comme les autres personnes, comme les autres citoyens. Il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les traiter de manière péjorative. Et il y a une obligation
des pays, il faut s'assurer, les gouvernements, les pays, les États, ils ont l'obligation de s'assurer que les personnes atteintes d'albinisme ne soient pas traitées de manière dégradable et de manière stigmatisante et de manière défavorable. Et il faut également lutter contre toutes les pratiques illégales. Il y a également des noms, il y a des noms discriminatoires. Parfois, on appelle les personnes atteintes d'albinisme avec des noms qui ne sont pas appropriés et qu'il faut éviter. Ce n'est pas acceptable de traiter les gens parce que ça déshumanise les gens. Et si on appelle une personne un singe, si on dit qu'une personne, on l'appelle par un animal ou par des noms qui ne sont pas appropriés, ce n'est pas approprié, ce n'est pas acceptable, ça déshumanise les gens. Et donc, toutes les autorités ont la responsabilité de s'assurer que ceci ne se passe pas. Merci, Moluka Anne. Nous sommes talonnés par le temps. Ça nous donnait l'impression qu'on avait beaucoup de temps pour laisser toutes les questions, lire toutes les questions, mais là, nous allons commencer par contracter et les réponses de Moluka Anne et les questions des participants. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Béatrice Joanne. Béatrice Joanne est toujours connectée, j'espère, pour son commentaire. Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Béatrice Joanne, je suis la présidente de l'association Jeune Espoir, l'association française des personnes atteintes d'albinisme. Et je voudrais poser deux questions. Tout d'abord, au vu des réponses que vous avez apportées à questions qui ont été posées, on voit l'étendue de votre tâche. Et je me pose la question de savoir quelles sont les ressources dont vous disposez pour mener à bien votre mission. C'est ma première question. Et d'autre part, en tant que représentante d'une association européenne, évidemment, la situation des personnes albinos en Europe n'est pas la même que la situation des personnes qui ont été évoquées jusqu'à présent, celles qui se trouvent donc en Afrique. Néanmoins, les personnes en Europe et en France ne vivent pas dans un pays de cocagne et rencontrent des difficultés. Je me pose donc la question, en quoi votre action peut-elle être bénéfique aux personnes albinos en Europe ? Great. Thank you so much for your questions. Merci beaucoup pour vos deux questions. Alors, concernant la question, concernant les ressources, alors j'ai des ressources, j'ai parlé des visites des pays, j'ai parlé de 2 visites officielles. Ces visites officielles sont très importantes pour moi pour comprendre de près et de manière proche les besoins des personnes atteintes d'albinisme. Et j'ai fait des recherches également. Les ressources impliquent également des ressources humaines. Il y a des personnes qui m'aident dans ma mission. Lorsque je parle des ressources humaines, je dois mentionner également qu'il y a des membres qui font partie du personnel de l'ONU. Ils font un travail énorme pour me soutenir et pour pouvoir répondre de manière réactive aux différentes communautés et également aux différents États. Il y a des ressources dont je dispose. J'ai des ressources humaines pour m'aider dans les recherches et il y a des organisations qui ont également travaillé pour résoudre plusieurs problèmes qui concernent les personnes atteintes d'albinisme. Et ils me donnent des informations, ils m'aident également à avoir une compréhension et de dresser l'état des lieux. Et il y a des universités également qui ont interagi avec moi et qui travaillent avec nous.
il y a des limites en termes de ressources des Nations Unies, mais il y a d'autres ressources qui proviennent d'autres organisations et d'autres institutions académiques qui aident énormément. Vous avez mentionné la question, les préoccupations ou le traitement des personnes. Vous dites que les préoccupations que vous avez en Europe sont différentes des préoccupations qui existent dans l'Afrique. Pratiquement, il y a beaucoup de convergences. Pratiquement, il y a les préoccupations éducatives qui sont principalement presque les mêmes. Peut-être les barrières sont différentes, peut-être les défis sont différents. C'est pour cette raison qu'on a besoin de comprendre quelles sont vos préoccupations majeures. Et c'est très important de collecter des informations des différentes organisations pour avoir une idée sur les défis. Il y a certainement des défis. J'ai entendu parler qu'en Europe, nous avons des bénéfices. Les personnes qui sont les personnes albinos ont des droits, ils ont les droits d'accéder à l'éducation, ils ont le droit d'avoir une assistance scolaire pour les aider dans les études, mais il y a d'autres types de défis. Les gens doivent recevoir ceci, mais le processus de compréhension, de sensibilisation est très long. C'est très difficile de montrer comment est-ce que ces personnes qui sont atteintes d'albinisme doivent avoir accès aux différents services. J'ai un plan, en effet, j'aurai une réunion avec les leaders des personnes qui se penchent sur la question de l'albinisme avec des leaders européens. Comment est-ce qu'on peut relever les défis qui sont liés à l'albinisme en Europe et comment est-ce que les personnes atteintes d'albinisme, comment ils peuvent relever les défis qui concernent le Covid. Je trouve également qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas comment on applique les droits humains. Lorsqu'on parle des droits humains, il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui ne comprennent pas quels sont les défis. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une perspective des droits humains lorsqu'on parle de l'albinisme? Donc, ce qui est important pour moi, c'est de renforcer les capacités. C'est très important. Il faut s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on entend dire par les droits humains pour les personnes atteintes d'albinisme et comment il faut et quels sont les défis, quels sont les problèmes, quelles sont les contraintes. Il faut dresser l'état des lieux pour les personnes atteintes d'albinisme en Europe. Il faut faire un renforcement de capacité et je peux comprendre parfaitement comment, dans les questions que nous soulevons, quel est l'impact pour les personnes albinos. Je vais faire ceci, je vais essayer de faire de mon mieux pour m'engager avec vous davantage pour s'assurer que les préoccupations majeures des personnes atteintes d'albinisme en Europe soient relevées et qu'on va lutter ensemble contre toutes ces problématiques. Merci. Merci, Moluka Anne. Alors, je vais vous lire encore des réactions qui apparaissent dans le chat, en particulier une question qui évoque le problème du trafic, soit de personnes, soit d'organes, soit de parties de corps des personnes atteintes d'albinisme dans les régions frontalières que sont par exemple le Burundi, la RDC, la Tanzanie, où on sait qu'en effet, il est difficile de traiter ce problème de manière nationale puisque finalement, il implique un trafic transnational. Et existe-t-il des programmes qui pourraient s'attaquer à cette issue à ce problème de l'intégration sociale et interconnexion totale des personnes atteintes d'albinisme. Yes, cross-border. Merci beaucoup. Oui,
Alors, le trafic transfrontalier a été soulevé à maintes reprises pour les personnes atteintes d'albinisme. Et donc, on peut voir que ça ne concerne pas un seul pays. C'est une vraie problématique. Et je continue à faire des appels de collaboration entre les États et notamment les États voisins. Il y a déjà un traité sur le trafic des personnes et ce traité s'appelle la collaboration entre l'immigration, entre les départements les services de santé, les services policiers des différents pays pour lutter contre le trafic. Et donc, on trouve que les victimes et les témoins ont très peur de rapporter et de soulever les problèmes. Donc, il faut affronter ce problème. Donc, le traité n'est pas appliqué et plusieurs pays ont déjà des lois contre le trafic des êtres humains. Mais encore une fois, plusieurs fois, lorsque les gens pensent du trafic, le trafic de drague, il y a également le trafic des travailleurs, il y a le trafic des enfants également. Et c'est très rare où les personnes atteintes d'albinisme sont impliquées dans ces problèmes de trafic. Il faut s'assurer également que les organes, il y a également le trafic des organes du corps des personnes atteintes d'albinisme. On voit qu'il y a on voit que c'est un trafic armé et on ne veut pas que la situation de se dégénérer ou de se détériorer. On voit que la raison pour laquelle il y a un trafic, il y a des manquements et il faut on doit servir ces objectifs. Il faut renforcer la collaboration transfrontalière, il faut renforcer la collaboration entre les pays, il faut également activer et opérationnaliser les lois et il faut réduire et atténuer le trafic entre les frontières. Il faut savoir également, après ce trafic, il faut renforcer la collaboration entre les officiers de police, ils doivent parler ensemble. Et pour les organisations internationales, il y a des fonds qui renforcent les capacités des policiers ou des services de sécurité, de sûreté, pour pouvoir lutter contre les pratiques de trafic de l'être humain. Et il faut continuer à faire des investigations autour du trafic de l'être humain. On a besoin de collaboration, on a besoin de renforcement de capacité pour les agents de sécurité, les agents de la sûreté. Et les organisations régionales, les structures régionales doivent également s'impliquer à travers des politiques, à travers des traités, quelque chose qui est structuré pour pouvoir renforcer cette collaboration. Il y a une collaboration régionale autour du trafic. L'Amérique latine, l'Afrique occidentale également a contribué et a ratifié plusieurs traités contre le trafic de l'être humain. Je pense que c'est un domaine sur lequel on doit travailler davantage. Les gens doivent penser aux personnes atteintes d'albinisme. Lorsqu'on parle du trafic de l'être humain, il faut impliquer également parler des personnes atteintes de l'albinisme pour protéger leurs droits également. Merci. Merci, Moulouka-Anne. Nous allons donner la parole à une troisième association, celle du Togo cette fois-ci, représentée par M. Souraj Ouroyandou.
Souradi, si vous êtes prêt, vous avez la parole. Bonjour docteur, bonjour tout le monde, bonjour madame l'experte. Allô? C'est bon? On vous reçoit 5 sur 5. D'accord, merci. Bonjour Marika, bonjour à tous les collègues des associations sœurs. Le son est très bas. Le son est un peu bas. D'accord. Alors, je disais que mon intervention va rejoindre certaines questions qui ont déjà été posées, qui ont trait aux visites officielles de l'experte. Donc, une partie de la réponse qui a été donnée a complètement couvert mes inquiétudes, parce que pour nous, on estime que ces visites officielles aident justement à booster le plaidoyer que les organisations font au niveau national auprès des gouvernements pour faire avancer justement la cause. Et donc, recevoir l'experte dans nos pays est un grand point de plus pour amener justement les gouvernements à s'engager davantage. Et on voulait justement suggérer que lors de son mandat, que l'experte accorde la même importance à tous les pays, aussi bien malheureusement ceux dans lesquels on dénonce les attaques que ceux dans lesquels il n'y en a pas, parce qu'en effet, même s'il n'y a pas des attaques, il y a encore des préoccupations qui méritent d'être traitées. Et donc, la présence de l'expert permettra justement au gouvernement de s'engager sur ces questions-là et de faire avancer les choses. Et pourquoi pas aussi de pouvoir activer les agences nationales des Nations Unies pour pouvoir soutenir les organisations dans les différents pays. Il y a l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, l'UNFPA dans chaque pays, et toutes ces agences pourraient fortement, à côté des gouvernements, soutenir également la cause des personnes atteintes d'albinisme à travers le soutien qu'elles apporteraient aux organisations. Merci. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très important pour nous d'avoir des visites à tous les pays, et même les pays qui n'ont pas eu des attaques. Et on n'est pas en train de passer ceci. Donc, mon prédécesseur, elle a visité plusieurs endroits, elle a visité le Brésil. Il n'y a pas eu d'attaque en Brésil, donc il ne s'agit pas seulement de visiter les pays qui ont subi des attaques. On est préoccupé par tous les pays, toutes les personnes albinos. Il ne s'agit pas seulement d'avoir accès à la justice, il y a également les droits à l'éducation, les droits de la non-discrimination qui sont très importants à défendre. J'aimerais vous dire également, il y a on a visité des pays qui n'ont pas été sujets aux attaques. Et donc, puisque mon mandat est de 3 ans, j'espère que je vais pouvoir visiter 6 pays au cours de mon mandat. Et ça dépend également des invitations officielles qui seront envoyées par les pays. Et voilà, merci. Merci, Moulouka Anne. Merci, Moulouka. Nous approchons des 1h30 qui étaient prévues pour cet événement. Est-ce que nous pouvons prolonger, parce qu'il reste encore plusieurs questions, ou devons-nous nous en tenir strictement à l'heure qui était définie? Je vous pose la question, Moulouka Anne. Avez-vous encore un peu de temps à nous consacrer pour déborder un petit peu?
Yes, I think it's very important to hear the Je pense que c'est très important d'écouter, d'entendre les questions et de répondre à plus de questions. Oui, je peux rester encore plus. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question concerne en fait le thème de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui se déroulera le 13 juin prochain. Avez-vous une idée du thème qui sera lancé pour cette journée? So yes, International Albinism Awareness Day is on the same day every year, and we will Alors, be... concernant la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, se tient toutes les années à la même journée. Donc, il y aura un thème qui sera préparé pour la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et ça sera annoncé la semaine prochaine. Donc, l'Alliance mondiale de l'albinisme va organiser un événement et donc c'est tout ce que je peux dire concernant le thème et ça sera annoncé, comme je viens de vous dire, la semaine prochaine. Merci. Alors, il y a deux prochaines associations auxquelles nous donnerons la parole, sont des associations qui interviennent beaucoup plus dans le domaine médical. Et c'est l'ONG Corbetta RDC et la Fondation Pierre Fabre. Donc, l'ONG Corbetta RDC est représentée par Dr Gaylor Inena. Donc, nous allons donner la parole à Dr Gaylor Inena, puis ensuite M. Christophe Pribilski pour la Fondation Pierre Fabre. Donc, Dr Gaylor Inena, si vous êtes prêt. Oui, bonjour Dr Garba, bonjour tout le monde. Comme vous aviez dit, nous travaillons sur le cancer de la peau et ce que nous savons en Afrique, pour les personnes vivant avec un albinisme, c'est la première cause de mortalité. C'est connu parce qu'il y a plusieurs études qui en ont parlé et on insiste sur ça. Et jusqu'à présent, à part certaines actions qui sont posées par-ci, par-là, de manière isolée, et ici, je m'en vais féliciter la Fondation Pierre Fabre qui fait vraiment des actions sur le terrain. Mais on ne sent pas, en tout cas, l'implication de l'expert indépendant des Nations Unies sur cette problématique. Ma question est celle de savoir quelle est sa politique par rapport à ces tueurs silencieux des personnes vivant avec albinisme en Afrique. Et je m'en vais aussi peut-être directement proposer quelque chose. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'impliquer l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, pour qu'ils voient comment dans différents pays africains, peut-être s'il faudrait que j'exagère, organiser un programme de lutte contre le cancer de la peau chez les personnes vivant avec albinisme, comme c'est le cas pour les programmes pour la lutte contre les sida, la tuberculose et tout ça. Je propose, s'il y a moyen, parce que la Fondation Pierre Fabre et d'autres organisations comme Anda de Semsan, il y a une organisation Standing Voice, tout ça, ils font déjà quelque chose sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils s'allient à eux pour booster en tout cas ces démarches-là de pouvoir impliquer l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre ces fléaux? Merci. Yes, thank you for the question. So I think the issue... Pour la question, le problème du cancer de la peau est un problème principal et c'est un souci majeur. Et nous avons eu plusieurs occasions, mon prédécesseur et même la personne avant, les crèmes de la protection de la peau
Ce sont des médicaments crucial et c'est le problème dans nos pays. Ce n'est pas un produit cosmétique et ils n'ont pas accès à ce genre de produit. C'est pour cela qu'on a voulu mettre cela dans les médicaments, la liste des médicaments. Et la Fondation Pierre Fabre et qui travaille avec l'association de ils essayent de fournir des écrans solaires qui ne sont pas coûteux, qui sont en train de distribuer pour les personnes atteintes de l'albinisme. Et il faut voir, on doit discuter comment s'assurer que ce genre de produit est fiable et l'organisation a des capacités limitées, des ressources limitées. Comment peut-on faire cela pour que toutes les organisations, tous les pays peuvent avoir accès à ce genre de médicaments? Et cette notion des écrans solaires, il ne s'agit pas des écrans solaires uniquement, mais il faut travailler sur la sensibilisation de l'exposition au soleil, la sensibilisation et de réduire ce genre d'exposition. Et essayer de porter des vêtements à manches longues pour pouvoir couvrir la peau, porter des chapeaux pour couvrir leur visage et aussi sensibiliser les gens envers cela parce que ce sont des étapes que nous devons prendre en compte pour réduire l'exposition au soleil dans des régions là où le soleil est en pleine où ils sont en pleine exposition. Et dans certains pays, ils fournissent du transport gratuit pour que les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas à marcher sous le soleil. Tout cela devra être fait et inclus l'OMS. Il y a toujours un manque de statistiques, mais dans certains cas, les personnes ont dit que nous sommes en train de travailler d'une petite minorité, d'un tout petit groupe de personnes, mais il faut avoir les bonnes statistiques. Ça va être utile d'avoir beaucoup plus de statistiques, les statistiques pour les organisations qui travaillent sur terrain, les statistiques pour les gouvernements, pour pouvoir comprendre combien de personnes atteintes d'albinisme il y en a dans chaque pays et pour comprendre il y a des personnes atteintes d'albinisme qui sont atteintes du cancer de la peau. Et lorsque nous recevons les statistiques, on va comprendre qu'il s'agit d'un problème grave et on va avoir le nombre exact, on va avoir le pourcentage des personnes qui souffrent du cancer de la peau. On va regarder les causes et les traitements, on va regarder les coûts du traitement et les coûts de la lutte contre le cancer de la peau avec les PAA. Et le coût de la prévention va coûter beaucoup moins que le coût de traitement. C'est pour cela qu'on doit accroître les activités, le programme pour lutter contre le cancer de la peau à travers la notion de l'écran solaire et de porter des habits appropriés. Je pense qu'il y a un besoin, de travailler sur cela et l'OMS devra être consciente de cela. J'ai toujours dit qu'on a parlé des objectifs du développement durable, une partie des ODD. Il faut assurer la santé de tout le monde et les objectifs du développement durable. Donc, on doit oublier personne et il faut, c'est un argument, les États doivent travailler sur cela, travailler avec les ODD et les États sont engagés à avoir un accès aux santé à tout le monde et ils sont engagés qu'il faut oublier personne. Et ils sont engagés aussi d'assurer tout cela. Et dans plusieurs des cas, les personnes atteintes d'albinisme ne doivent pas être oubliées. On doit continuer à engager et essayer d'engager les États envers leurs engagements et d'avoir un certain volontariat pour pouvoir les engager envers cela et essayer de ramener sur la table l'Organisation mondiale de santé pour comprendre
facteur qui va continuer à tuer du monde et il faut continuer avec leurs engagements. Je suis engagée avec l'OMS, avec les États à continuer sur cela. Merci Moulouka Anne pour ces éléments de réponse. Je continue à lire les réactions dans le chat et il y a plusieurs personnes qui expriment un certain regret ou une déception finalement que d'être en tant que société civile, en tant que chef d'organisation, qu'ils soient souvent renvoyés à leur propre gouvernement, dont ils ont beaucoup de mal à se faire entendre. Et je pense, ils ont l'air de vouloir exprimer qu'ils auraient besoin, ou leur attente vis-à-vis de l'experte indépendante, c'est justement cet appui pour pouvoir obtenir l'écoute des États qui jusque-là, dont jusque-là, ils n'ont pas obtenu ni écoute, ni moyens financiers, ni moyens humains, ni moyens budgétaires. Donc voilà, je me fais le relais de l'expression de cette frustration. Par ailleurs, il y a aussi certaines personnes qui déplorent qu'on parle pas suffisamment de l'aide psychologique qu'il faudrait apporter aux personnes atteintes d'albinisme et que la santé, bien sûr, il s'agit de santé, de lutter contre les cancers, mais également d'aider psychologiquement les personnes atteintes d'albinisme face à leur détresse. Voilà, je voulais relayer ces éléments. Est-ce qu'on attend une réaction de Mouloukan ou on passe à la dernière intervention de Christophe? Si Mouloukan veut réagir, peut-être brièvement, avant que nous puissions ensuite donner la parole à la Fondation Pierre Fabre. Great, thank you. I think I just wanted to raise first of all that to clarify. J'aimerais bien clarifier. Notre rôle, ce n'est pas de donner des financements ou de fournir cela aux leaders des organisations. C'est l'obligation de votre État. Donc là, je suis là pour communiquer pour les autorités et rappeler aux autorités envers leurs engagements. Je ne peux pas le faire s'il ne reçoit pas des informations. Si vous avez des problèmes, et vous voulez que j'envoie cela aux autorités, il faut m'envoyer des informations. Je ne peux pas faire de la plaidoirie sans cela. J'aimerais bien aussi noter le fait que l'avancement et la plaidoirie peuvent prendre du temps. On doit regarder ce qui a été fait. Et il y a aussi des mouvements positifs. Avant 2015, avant le mandat, il y avait personne qui parlait de cela. Ils n'ont jamais parlé de ce genre, des attaques contre les personnes atteintes d'albinisme. Mais si nous parlons du cancer de la peau. Là, il y a la reconnaissance du cancer de la peau. C'est une étape qui a commencé depuis le 2015 et je suis vraiment positive là où nous travaillons ensemble avec les pays pour mettre en lumière certains problèmes. Nous allons continuer à le faire pour y arriver. Merci Moulouka. Antoine, je peux te laisser la main à la Fondation Pierre Fabre qui souhaite intervenir. Je sais, Christophe Presbeski. Je me demandais comment activer le son. Est-ce que vous m'entendez là, c'est bon? Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Ah, ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup de l'organisation de cette réunion et de l'occasion qui nous est donnée de parler et à l'experte indépendante, aux organisations internationales et également à toutes les associations présentes dans les différents pays.
Alors, ce que nous essayons de faire avec la Fondation Pierre Fabre, c'est d'aider les différentes organisations à prendre en charge les patients. Alors, aujourd'hui, très globalement, nous contribuons à la prise en charge d'environ 10 000 patients dans différents pays d'Afrique. Nous sommes présents au Mali, au Togo, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire. Et nous avons beaucoup de sollicitations pour aussi intervenir dans des nouveaux pays et aider de nouvelles associations. Et on aimerait pouvoir aider tout le monde, mais malheureusement, nos capacités sont limitées et on a souvent la demande de qu'est-ce qu'il faut faire pour nous demander et pour qu'on soit aidé dans notre pays. Je sais que les associations nous sollicitent beaucoup. Alors, nous, notre aide, juste, je vais resituer les types d'interventions que fait la Fondation Pierre Fabre. Elle essaye justement d'intervenir aux différents niveaux. Tout d'abord, la Fondation Pierre Fabre, elle n'intervient jamais toute seule. Elle intervient toujours avec des partenaires du pays, les associations, les professionnels médicaux, les dermatologues, les ophtalmos, elle travaille toujours en partenariat. Et les différents volets de l'intervention, c'est les différentes problématiques auxquelles vous êtes confrontés. C'est l'information, la sensibilisation, comme l'a dit Anne Moulouka, parce que c'est important et c'est le point de départ d'une bonne prise en charge. Déjà, savoir les risques. Alors, le cancer, c'est effectivement le tueur silencieux, mais le premier risque, c'est le soleil. C'est la protection du soleil et avec ses conséquences sur la peau et sur les yeux. Donc, il faut savoir se protéger du soleil. Donc, c'est important d'informer tous les patients, d'expliquer et d'informer à tous les patients. Donc, ça, c'est le premier volet qui est important, donc l'éducation des patients. Ensuite, on contribue à la prise en charge les prises en charge cutanées, la prévention et la protection de la peau, ensuite la prise en charge des lésions. On contribue aussi à la formation de dermatologues, puisqu'on octroie des bourses pour former les dermatologues et plus de spécialistes capables de prendre en charge les pathologies. On commence à travailler, on est moins avancé dans le domaine de l'ophtalmologie, mais on a pris conscience effectivement que c'est un problème très important et dans notre dernier programme mis en place en Côte d'Ivoire, on contribue aussi à la prise en charge des corrections de la vue parce que c'est indispensable pour l'intégration. Et également, on veut avoir une prise en charge plus globale. Tout à l'heure a été évoqué la prise en charge psychologique. On a mis en place, par exemple, en Côte d'Ivoire, un numéro vert que les patients peuvent appeler à tout moment pour avoir un interlocuteur et répondre à leurs questions. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir, dans les dossiers de soumission, c'est d'avoir effectivement les différents piliers. Et les différents piliers, c'est les associations locales qui doivent aussi s'entendre entre elles pour avoir du poids auprès des autorités, mais aussi pour se coordonner et pour avoir une action de poids vis-à-vis du plus grand nombre de patients. Ça, c'est très important. Être en association également avec les professionnels médicaux. Ça, c'est important dans les sollicitations que les professionnels médicaux s'engagent aux côtés des associations pour prendre en charge les patients. On souhaite aussi maintenant, alors je sais que les États sont engagés, sont plus ou moins engagés en fonction des pays et que parfois ça peut être une difficulté, ça a été mentionné également tout à l'heure, mais on ne peut pas en tout cas, et là on peut accompagner les associations et je sais que aussi Marika, vous le faites au travers de votre organisation, d'aider les associations pour essayer de contribuer à ce que les États prennent mieux en charge les patients. Et après, on intervient sur la protection parce que c'est un peu notre compétence première pour la mise en place d'unités de production de crème localement. Donc ça, c'est vraiment les conditions et les éléments indispensables pour nous proposer des dossiers de nouveaux partenariats pour aider dans des nouveaux pays. On essaiera de les regarder. Je vous dis, on ne peut pas tout prendre en charge, mais effectivement, nous avons besoin de dossiers structurés. Il faut savoir que ça prend quand même un certain temps à structurer. Par exemple, le dernier pays que nous avons mis en place, qui est la Côte d'Ivoire, on a mis plus d'1 an de discussion avec les différents interlocuteurs, associations professionnelles, pour mettre en place un programme et être confiant dans le fait que le programme puisse se conduire. Et ensuite, on le met en place. D'ailleurs, on le met en place progressivement. On commence par quelques centres et si ça fonctionne bien, on l'étend et avec la volonté de couvrir tout le pays. Donc, voilà un peu la façon dont on procède. Et donc, moi, je suis ouvert effectivement après à la discussion et aux possibilités de collaboration, mais c'est important qu'on prenne ça en compte pour qu'on puisse, nous, on pense que c'est la bonne façon d'être le plus efficace pour prendre en charge le plus de patients possible. Donc voilà, et juste un petit mot spécifique pour le Bénin, je n'ai pas oublié Pamela et je vais lui envoyer la trame de dossier. C'est un clin d'œil pour Pamela. Ça. Merci Christophe.
Pamela est effectivement connectée. J'espère qu'elle a entendu ton dernier message. Et merci beaucoup. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous reste? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue sur les questions ou on les renvoie à Moulouka ensuite? Oui, je pense que il est peut-être temps de conclure. Il reste des questions qui seront de toute façon transmises à Moulouka Anne, même si elle ne peut pas prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Toutes les questions seront transmises. Également que nous excuser de n'avoir pas pu accorder la parole à tous ceux qui auraient souhaité l'obtenir. Et remercier Moulouka Anne pour sa contribution. Garba? Oui, je te laisse. Oui, tout à fait. Et merci à tous les participants d'avoir pris de leur temps pour écouter Moulouka Anne dans ses explications sur son mandat et le périmètre de ce mandat. Nous remercions tous ceux qui se sont connectés individuellement ou au nom d'une organisation. J'ai bien voulu donner la parole à Robert Aquaron pour qu'il nous rappelle l'histoire de l'albinisme au Cameroun, ou à Benoît Arveler pour qu'il nous fasse l'état de la recherche actuellement, mais contraint par le temps. Donc, j'aimerais remercier Moulouka Anne pour le temps qu'elle nous a accordé et souhaite lui demander si elle a encore un dernier mot pour les participants. Merci beaucoup, merci. Je veux vous remercier encore une fois pour votre contribution, pour votre participation active. Merci d'avoir participé. Je veux souligner seulement que vous pouvez prendre une imprime écran du site web, des liens, de mes coordonnées. Et donc, vous pouvez avoir une idée des réalisations, des accomplissements que nous avons fait du lien. Et vous pouvez également prendre mes coordonnées. Voici également, vous pouvez avoir une imprime écran des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me joindre. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci, Moulouka Anne. Moulouka Anne est une personne très chaleureuse que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Kinshasa. Si vous la rencontrez physiquement, vous voyez l'énergie qu'elle dégage. Vous savez qu'il faut la soutenir dans cette activité qu'elle mène pour les personnes atteintes d'albinisme. Pour dernier mot, je vous dis merci, et avec l'Alliance mondiale ou l'experte indépendante, ce sont des activités qui vont se poursuivre. Nous vous demandons, quand la langue qui est concernée vous est accessible, de bien vouloir vous connecter. Je vous remercie pour ma part. Marita. Oui, merci Garba, merci beaucoup Moulouka Anne, merci à tous les participants qui se sont connectés pour votre présence, votre temps, vos questions. Nous espérons que cette discussion vous a intéressé et que ce format webinaire vous a plu, qu'il a su générer des interactions intéressantes. Une enquête de satisfaction va vous être transmise juste après le webinaire. Donc, nous vous demandons de bien vouloir la remplir, un petit sondage. Donc, cette enquête s'ouvrira automatiquement après le webinaire. Enfin, j'espère que cet événement aura apporté des éléments de réponse à la communauté francophone quant au fonctionnement du mandat de l'experte et aura aussi rassuré cette communauté de l'écoute de l'experte. C'est une conversation qui reste ouverte et qui reste à suivre. Je vous remercie et je vous dis au revoir. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.